Des monsieur tout le monde qui explosent de joie en pleine rue. Ces cinquantenaires bedonnants ont vaincu l'impuissance. Le remède miracle s'appelle Viagra. Le message de la pub est clair. Avec le Viagra, nous pouvons tous devenir des champions de la performance sexuelle. Avec sa petite pilule bleue, la société américaine Pfizer a atteint le nirvana des labos pharmaceutiques. 10 € le comprimé, 625 millions de comprimés vendus depuis le lancement en 98. Au total, le Viagra rapporte 1,7 milliard de dollars par an à Pfizer. Un véritable jackpot pour l'industrie pharmaceutique. Et ce n'est pas le seul. Nous consommons de plus en plus de médicaments et les labos ont très bien compris comment nous faire avaler la pilule. Porte-Maillot à Paris, le Palais des Congrès. En ce jour de juillet 2009, s'ouvre le 3e congrès mondial de médecine sexuelle, la plus importante manifestation du genre. Ce congrès n'est pas ouvert à tous les journalistes. Après des semaines de négociations, nous avons obtenu une autorisation de tournage. Des centaines de sexologues sont venus du monde entier. Pendant 5 jours, des dizaines de conférences sont organisées dans des amphithéâtres. Mais le prestigieux congrès mondial de médecine sexuelle est aussi une grande foire aux médicaments. Dans le hall, tous les grands laboratoires pharmaceutiques ont installé leurs stands. Avec le Viagra, les labos ont découvert un nouveau jackpot, le sexe. Et cette année, le nouveau médicament qui fait fantasmer tous les participants au congrès, c'est le Viagra féminin. Le laboratoire qui est en pointe sur ce Viagra féminin s'appelle Boehringer Ingelheim. La molécule miracle, un antidépresseur, pourrait arriver sur le marché en 2012. Le médicament est encore en phase de test. L'industriel n'a donc pas le droit de communiquer sur son Viagra féminin. Vous avez des nouvelles molécules, des nouvelles choses qui vont sortir, des nouveaux médicaments dans les mois à venir? On a des médicaments dans notre pipeline, mais ici au niveau du booth, on ne peut pas en parler. À quoi peut bien servir ce stand si les commerciaux du laboratoire n'ont pas le droit de parler de leur futur remède miracle? La réponse se trouve dans les écrans plasma. À défaut de pouvoir parler du médicament, le laboratoire communique sur la maladie. Ne parlez plus de frigidité féminine, il faut dire dysfonctionnement sexuel féminin. Et celle qui en parle le mieux, c'est cette sexologue américaine, appointée par le laboratoire Boehringer Ingelheim. Le trouble du dysfonctionnement sexuel féminin peut être classé en 4 catégories. Le manque de désir sexuel, le manque d'excitation sexuelle, les troubles de l'orgasme et les douleurs lors des rapports sexuels. La baisse de désir sexuel est un trouble médical. Une américaine lambda raconte ses difficultés sexuelles et tente de nous convaincre que le dysfonctionnement sexuel féminin est une vraie souffrance à soigner au plus vite. Ça m'aurait vraiment aidé si le médecin m'avait posé la question et avait abordé le sujet. J'aurais aimé pouvoir répondre à une sorte de questionnaire. Mais ce discours ne fait pas l'unanimité. Léonore Tiffer est sexologue. Elle est venue de New York pour assister au congrès. Depuis des années, elle dénonce l'emprise des firmes pharmaceutiques sur la sexualité. Quand ils parlent de dysfonctionnement sexuel féminin, c'est une façon de créer un marché. On peut dire qu'ils inventent une maladie, ils savent très bien comment préparer le marché à l'arrivée de leurs médicaments. Ils n'ont pas le droit de parler de leurs médicaments tant qu'il n'est pas homologué. Alors dans ce congrès, ils communiquent sur la maladie. Ils ont communiqué d'une certaine façon il y a 1 an et ils communiqueront autrement dans 1 an. Selon le très sérieux JAMA, le journal de l'Association médicale américaine, 43% des femmes seraient aujourd'hui touchées par le nouveau syndrome du dysfonctionnement sexuel féminin. Cette étude, publiée en 1999, a fait grand bruit. Seul problème, parmi les 3 experts qui ont rédigé l'étude, 2 étaient très liés avec l'industrie pharmaceutique. 43% de femmes malades de dysfonctionnement sexuel, ce chiffre astronomique fait bondir le sexologue français, Jacques Weinberg. Même pour gagner sa vie, il faudrait quand même que les laboratoires aient un peu d'éthique. Comment est-ce qu'on peut oser
lancer des chiffres comme ça qui voudraient dire que 43% des 6 milliards d'individus qui sont sur ce globe ont ce type de problème. Selon Jacques Weinberg, seulement 5 à 8% des femmes seraient concernées par une baisse de désir. Et pour le sexologue, cela n'a rien à voir avec une maladie. La première chose que je dis, que je réponds à une femme qui me dit « je n'ai pas de désir », en quel honneur auriez-vous envie? Et vous auriez envie de quoi? Et de qui? Vous avez le droit de ne pas avoir envie. Si ce qu'on vous met dans l'assiette ne vaut rien et est avarié, enfin, ça voudrait dire que les performances masculines sont d'une telle qualité, ça se saurait, hein. Depuis 40 000 ans, je crois qu'on a souvent dit le contraire. Ça voudrait dire que les hommes sont d'une telle qualité érotique que les femmes n'auraient pas le droit de s'y refuser. Scandaleux. Scandaleux. Je ne comprends même pas que des femmes sexologues, ou alors elles sont achetées vraiment très cher. Retour porte-maillot au Congrès mondial des sexologues. Un homme dénonce les relations dangereuses entre laboratoires pharmaceutiques et médecins. Ray Monihan est un journaliste australien qui travaille pour le British Medical Journal, une revue de référence internationale dans le monde de la santé. Je pense que ce congrès médical est caractéristique de beaucoup de réunions scientifiques. Ce que l'on voit est qu'ici, les médecins et les laboratoires pharmaceutiques sont très proches. Vous voyez presque apparaître une troisième entité dans ces congrès. Les stands commerciaux des laboratoires sont placés juste là, où les médecins viennent déjeuner et prendre des cafés. À l'intérieur du congrès, vous croisez partout les employés des compagnies pharmaceutiques. C'est un vrai problème, le mélange des genres entre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Sad Khoury, l'organisateur du congrès, lui assume tout à fait la présence des labos au milieu des médecins pour promouvoir les futurs médicaments. Dans la vie, la demande appelle l'offre, mais l'offre façonne la demande aussi. Et donc, c'est interactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un médicament qui sort, voilà. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont souffrir de symptômes. C'est-à-dire qu'ils vont se rappeler qu'il y a un moyen. Avant, ils se disent, il n'y a rien, il vaut mieux que j'oublie cette histoire. Voyez. Mais quand ils se disent, bah, dis donc, il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer ma situation, voyez. Donc, et c'est partout dans la vie. Il n'y a pas un risque de médicaliser complètement la sexualité? C'est pas un risque, hein. C'est une évolution normale. Un autre trouble sexuel est à l'honneur lors de ce congrès, l'éjaculation précoce. Et cette fois, le médicament existe. Le laboratoire américain Janssen Cilag présente son médicament vedette, le Pridigy. Cet antidépresseur, censé soigner l'éjaculation précoce, a déjà été lancé dans 7 pays européens. Et il arrive en France. Dans un amphithéâtre, le laboratoire a réuni des dizaines de sexologues de toutes nationalités pour présenter le médicament. Selon le laboratoire, 1/3 des hommes seraient atteints d'éjaculation précoce. À la tribune, le spécialiste français Jacques Buvat. Au nom du laboratoire, il vante les mérites du médicament. Pourquoi est-il important de soigner l'éjaculation précoce? C'est surtout en raison des conséquences négatives de ce trouble. Comme vous pouvez le voir, nous avons réalisé une étude sur plus de 1500 hommes américains éjaculateurs précoces. Et nous avons vu que ce trouble leur causait un stress considérable. À la fin de la conférence, nous essayons d'en savoir plus auprès du docteur Jacques Buvat. Vous pensez que ça peut être le même type de révolution que ce qu'on a connu pour le Viagra, par exemple ? Absolument, puisque finalement, les problèmes d'éjaculation prématurée sont plus fréquents que les problèmes d'érection. C'est quand même des marchés qui peuvent être très importants. Oui, si on le considère en termes de marché, oui. Mais je dirais c'est avant tout répondre à une souffrance qui existe, qui est cachée, parce que c'est un problème qui est vécu comme honteux par les hommes. C'est une possibilité d'aider quand même une partie très importante de la population. Alors, le Pridigy, remède miracle? Pas si sûr. Aux États-Unis, il n'a pas été homologué car les autorités considèrent que son efficacité n'est pas prouvée. Selon 2 études européennes indépendantes réalisées par des médecins en 2009, le Pridigy serait inefficace dans 70% des cas
et il provoquerait des effets secondaires importants, anxiété, nausées, syncope. Jacques Weinberg, le sexologue français, va encore plus loin. Pour lui, ce traitement est inutile et dangereux. On veut outrepasser les lois biologiques qui font de nous des êtres sexués. Et une des lois biologiques que personne ne veut accepter comme étant indispensable, c'est l'éjaculation précipitée. Les mâles n'ont droit, par nature humaine, qu'à quelques secondes de coït. C'est donc contre nature qu'un homme va pouvoir faire durer un coït. Ce n'est plus naturel. Et nous allons mettre sous médicaments psychiatriques des gens normaux. Dysfonctionnement sexuel féminin, éjaculation précoce, ces deux troubles sont étiquetés comme maladies mentales depuis 1994. Ils sont en effet répertoriés dans la Bible des maladies mentales, un ouvrage américain appelé DSM. En français, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. À sa création dans les années 50, le DSM listait 60 maladies. Au fil des ans, il a été enrichi et en compte aujourd'hui 400. Des maladies psychiatriques, les plus graves comme la schizophrénie ou la psychose, aux plus discutables comme la timidité ou la peur de rougir, classées sous l'étiquette phobie sociale, traitement préconisé, des antidépresseurs. New York aux États-Unis, direction la prestigieuse faculté de Columbia. Le professeur Linberman est psychiatre. C'est lui qui dirige la rédaction du fameux DSM. Pour lui, ce catalogue de nouvelles maladies mentales est un outil formidable. Le DSM est effectivement une bible de référence en ce qui concerne les troubles psychiatriques. C'est un ouvrage vraiment primordial. En fait, c'est probablement le document le plus important pour la pratique de la psychiatrie moderne. Le marché des nouvelles maladies mentales est en pleine explosion. Comme souvent, les États-Unis ont lancé le mouvement. Nous sommes à Washington. Ce soir-là, nous avons rendez-vous à la très chic clinique privée Ross Center. This is Dr. Greta Hirsch. Nice to meet you. I'm Sophie. Hi, Sophie. La directrice, Jennifer Cameron, croit beaucoup aux nouvelles maladies mentales. Alors des phobies, des angoisses, elle en découvre tous les jours. Les gens peuvent être atteints par l'angoisse d'un bouton, ou l'angoisse des fleurs, ou n'importe quelle angoisse, créée par des choses auxquelles on ne pense pas, qui normalement ne sont pas effrayantes, mais qui peuvent le devenir. Vous pouvez être atteint de phobie pour n'importe quoi, n'importe quel objet. Et pensez-vous qu'il existe des nouvelles maladies qui n'ont pas encore de nom? Oui, c'est sûr, il y en a. Il faut savoir se montrer créatif. Mais à quel genre de maladie pensez-vous? Il y a des maladies mentales qui vont pouvoir apparaître cette année. Je ne sais pas, l'angoisse du réchauffement de la planète, l'angoisse de ne pas manger bio. Je suis sûre qu'il y a bien d'autres maladies et angoisses qui vont se développer. L'angoisse d'attraper la grippe A, par exemple. Je suis sûre que nous allons avoir des nouveaux patients qui vont être atteints de ce trouble, des troubles de santé liés à l'angoisse d'attraper cette grippe. Retour à New York. Jeffrey Lieberman termine actuellement la rédaction de la prochaine version du DSM qui sortira en 2012. Il y travaille avec 300 autres psychiatres américains. La nouvelle version du DSM va inclure des nouvelles maladies. Elle pourra inclure par exemple le trouble explosif intermittent qui est de plus en plus fréquent dans nos sociétés. C'est lorsque quelqu'un a une crise de nerfs. Par exemple, vous êtes au volant de votre voiture, quelqu'un vous coupe la route, vous vous arrêtez et vous sortez de votre voiture pour agresser le conducteur qui est en face de vous. Et cela va être classé dans la liste des maladies mentales? Oui.
Par exemple, la promiscuité sexuelle. Est-ce que le fait d'être très actif sexuellement, d'avoir plusieurs partenaires ou plusieurs histoires, est-ce que c'est un problème? Peut-être que ça doit être classé dans la liste des troubles mentaux. L'énervement au volant ou l'infidélité bientôt classée en maladie mentale. Et comme toujours, le traitement préconisé par le DSM sera à base d'antidépresseurs. Ce qui fait polémique, c'est que les psychiatres qui rédigent le DSM ont le droit de percevoir jusqu'à 10 000 $ par an des laboratoires. Jeffrey Lieberman ne nie pas les liens entre les experts et l'industrie pharmaceutique. Mais pour lui, il est logique que les labos utilisent le DSM pour vendre des médicaments. Nos diagnostics sont établis de façon à permettre à l'industrie pharmaceutique de développer des traitements et de vendre plus de médicaments. Trouver de nouvelles maladies et donc de nouveaux patients, ce phénomène économique est désormais identifié aux États-Unis et il a un nom, le disease mongering. On pourrait traduire cela par l'invention de maladies. Ray Moynihan, le journaliste du British Medical Journal, a écrit plusieurs ouvrages sur cette nouvelle stratégie de l'industrie pharmaceutique. Inventer des maladies permet de faire évidemment plus de profit. Créer des maladies, cela revient à faire croire à des gens sains qu'ils sont malades. En élargissant les critères des maladies, on fait en sorte que les hauts et les bas de la vie quotidienne deviennent les symptômes d'une maladie, tout cela dans le but de prescrire beaucoup plus largement des médicaments. Il y a différentes méthodes pour cela. Il y a plusieurs années, le directeur exécutif de Merck, l'un des plus grands laboratoires au monde, a dit que son rêve était de vendre des médicaments à tout le monde, pas juste aux malades. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Les compagnies pharmaceutiques ne ciblent plus seulement les malades, mais également les gens bien portants, parce que le marché est bien plus large. Une autre astuce des labos pour booster leur chiffre d'affaires consiste à recycler de vieux médicaments. L'exemple récent le plus incroyable est celui du Xenical. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal. Le Xenical est un traitement anti-obésité qui existait depuis 10 ans. Mais il ne s'est jamais bien vendu. Les médecins le prescrivaient peu car ils jugeaient son efficacité limitée. Mais en 2009, le laboratoire anglais GlaxoSmithKline a une idée de génie. Il rachète la molécule du Xenical à son concurrent, le laboratoire Roche. Xenical devient Ali. Nouveau nom et nouveau packaging plus coloré. La dose contenue dans chaque comprimé est divisée par 2. Un médicament moins fort, donc plus besoin de médecin ni d'ordonnance. On va chercher sa boîte directement chez son pharmacien. 60 € la boîte non remboursée par la Sécu. Pour le lancer en 2009, énorme campagne de pub. Tous les médias embrayent. Toujours à propos de santé, c'est aujourd'hui qu'arrive dans les pharmacies la première pilule anti-obésité sans ordonnance. La première pilule anti-obésité débarque en pharmacie, titre Le Parisien sur 2 pages. La pilule qui fait fondre, s'interroge Marie-Claire. Les médias en fait ne précisent pas qu'il s'agit d'un vieux médicament recyclé. Ali se transforme en phénomène de société. Le laboratoire GlaxoSmithKline a réussi son coup. On ne parle plus d'obésité, mais d'une toute nouvelle solution pour maigrir. C'est le jackpot. Dès le premier mois, 140 000 boîtes sont vendues, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a eu une grosse demande sur la liste, comment ça s'est passé? Je dirais que tout le bruit médiatique qu'il y a eu autour du produit a généré pas mal de demandes. Hein. Et en tout cas de l'intérêt de la part des gens. Hein. Aussi bien de la part des gens qui étaient concernés, hein, que de la part de sujets qui n'étaient pas du tout concernés, mais qui avaient entendu parler du produit, qui voulaient savoir de quoi il s'agissait. En court-circuitant les médecins et en s'adressant au grand public, le laboratoire a réussi son pari. Faire d'un médicament oublié une affaire très profitable. Le plus souvent, ce sont sur les médecins que reposent les ventes de médicaments. Plus le médecin prescrit, plus l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent. Certains laboratoires tentent donc d'influencer les médecins et pour cela, ils disposent d'alliés précieux, les visiteurs médicaux. Ils sont 20 000 en France, comme Marie.
Pendant plus de 10 ans, Marie a été visiteuse médicale pour 3 grands laboratoires pharmaceutiques. Son rôle, présenter les nouveaux médicaments aux médecins et, si possible, les convaincre de les prescrire aux malades. Marie a quitté le secteur pharmaceutique en 2007 et elle dénonce aujourd'hui les dérives de son métier. On répète mot à mot, à la virgule près, le discours du laboratoire. C'est une information qui est formatée par le laboratoire au préalable, qui met en valeur le médicament et qui parle efficacité, confort, qualité de vie, mais très peu d'effets secondaires, très peu de précautions d'emploi, très peu de... Voilà. Et on vous demande de choisir principalement les médecins qui prescrivent le plus? C'est très clairement noté noir sur blanc, oui, dans toutes nos directives. On a ce qu'on appelle un ciblage. On a un ciblage de médecins, donc c'est là où les choses commencent à être aussi de moins en moins éthiques vis-à-vis du métier, c'est-à-dire qu'on classe les médecins. Les médecins font partie des A, des B, des C. Les médecins les plus gros prescripteurs sont en classe A, les médecins les moins prescripteurs sont en classe C. Et on vous demande évidemment de mettre la pression sur les classes A, les plus gros prescripteurs. Parce que c'est eux qui vont être générateurs de prescriptions et de nouveaux patients, quoi. Selon le ministère de la Santé, qui a rédigé une charte, les visiteurs médicaux sont censés faire de l'information aux médecins et non de la vente de médicaments. Mais pour Marie, la réalité est tout autre. Normalement, dans la charte de la visite médicale, on vous demande de ne pas faire de vente. Dans la charte de visite médicale, il est bien expliqué noir sur blanc que le délégué médical n'est pas un commercial. On doit faire de l'information médicale. Et dans la réalité? C'est l'inverse. Donc on fait de la vente. Purement de la vente. On a un objectif de visite, on cherche un engagement à la prescription et on doit sortir du cabinet en ayant 1, 2 patients supplémentaires mis sous le médicament qu'on représente. Et si on n'a pas cet engagement à la prescription, on est considéré comme n'ayant pas fait son travail. Marie nous montre ses fiches de formation, un véritable petit manuel de VRP. Le bon visiteur médical doit savoir décoder les signaux d'achat du médecin face à un nouveau médicament. Sur ce schéma, le médecin tout en haut présente des résistances. Le visiteur médical va donc devoir l'amener au déclic d'achat. La construction de la vente est détaillée. Le médecin est défini comme un client. Petit conseil au visiteur médical, le vendeur trop pressé manque ses ventes en demandant au client d'acheter quand il n'est pas encore prêt. Grâce à ces méthodes de vente bien rodées, Marie parvenait à faire prescrire jusqu'à 2 500 000 € de médicaments chaque année. Régulièrement, lors de ses tournées, Marie était suivie par son directeur régional. Dans son évaluation, il l'encourage à continuer à faire preuve d'agressivité commerciale pour tenir les objectifs. Le directeur régional marque « J'ai vu aujourd'hui des visites toniques, avec presque de la générosité nécessaire pour convaincre et avec le ton de la découverte. C'est super. Voilà le deuxième moyen d'atteindre nos objectifs. On arrête d'être tendre et on n'oublie pas que 9 boîtes au lieu de 10 ne changent rien dans l'esprit du médecin, mais pour nous, c'est 10% en plus. » En France, chaque médecin généraliste reçoit en moyenne une dizaine de visiteurs médicaux par semaine. Mais pas le docteur René Guirette. Lui, comme environ 5% des médecins français, refuse tout contact avec les laboratoires et critique les liens étroits entre médecins et industriels. C'est excellent. Je ne dirais pas qu'on est vendu à l'industrie pharmaceutique, je dirais qu'on est marié à l'industrie pharmaceutique. On est marié parce que c'est un partenariat, ce que nous a fait croire l'industrie pharmaceutique, tout petit quand on est externe à l'hôpital. Donc on travaille en partenariat, on est partenaires. Partenaire, c'est pour l'industrie pharmaceutique, c'est sûr, c'est intéressant, mais pas pour nous et pas pour le malade, c'est certain. Pourquoi ? On est constamment sous influence. D'abord parce que l'industrie pharmaceutique s'est immiscée absolument partout dans le système médical français, aussi bien à l'hôpital que dans les revues médicales, absolument partout. Dans les cabinets, ils viennent bien sûr. Et ils nous donnent une information qui est évidemment complètement biaisée, c'est évident. La visite médicale n'est qu'une représentation commerciale des laboratoires. C'est Disneyland et le Club Med réunit l'industrie pharmaceutique. Les médicaments, ce sont des bonbons qui vont résoudre les problèmes et il n'y a pas d'effet secondaire, bien entendu.
Et le traitement que les médecins prescrivent le plus, ce sont les médicaments anti-cholestérol. 7 millions de Français en prennent quotidiennement. Un énorme enjeu économique pour certains labos qui cherchent en permanence à élargir leur marché. Le cholestérol, c'est la graisse qui bouche les artères. À long terme, cela peut provoquer des infarctus. Bon anniversaire. 20 ans déjà. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? En 2003, dans cette pub financée en partie par le laboratoire Pfizer, les industriels n'y vont pas par 4 chemins. Le cholestérol peut vous envoyer à tout moment aux urgences. Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident. Au même moment, une campagne d'affichage est encore plus alarmiste. Le cholestérol peut vous conduire à la morgue. En 85, les autorités de santé considéraient que le taux de mauvais cholestérol était dangereux au-dessus de 3 grammes par litre de sang. À l'époque, moins d'1 million de Français étaient sous traitement. Aujourd'hui, les autorités de santé ont baissé le taux de mauvais cholestérol admis à seulement 2 grammes par litre de sang. Conséquence, 7 millions de Français se retrouvent aujourd'hui sous traitement, presque 10% de la population. Avec la baisse des seuils pour le cholestérol, les laboratoires pharmaceutiques ont donc multiplié leur vente de médicaments par 7. Hôpital de la Salpêtrière à Paris. C'est ici qu'exerce le professeur Chapman. Cet éminent chercheur en cardiologie anglais est installé en France depuis 30 ans. Il dirige la Fédération française d'artérosclérose. C'est un fervent partisan des médicaments anti-cholestérol que l'on appelle dans le jargon médical les statines. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que les statines ont été vraiment, je ne veux pas appeler ça un miracle, mais ils nous ont permis de progresser de façon extrêmement importante dans notre possibilité de prévenir les maladies cardiovasculaires. Le fait de baisser toujours les taux de cholestérol admis, il n'y a pas un risque de mettre trop de gens sous statine? Je crois qu'il y a eu des discussions aux États-Unis en fait, en exagérant qu'on pourra mettre des statines dans les lots du robinet. C'est bien évidemment une forte exagération. Ceci dit que on vient de plus en plus vers l'hypothèse que chez des personnes au-delà d'une 50aine d'années, une faible dose de statine peut très probablement protéger le système cardiovasculaire et donner lieu à une meilleure qualité de vie au-delà d'une 50aine d'années. Mais certains médecins contestent que les médicaments anti-cholestérol soient des remèdes miracles. Le docteur Martin Winkler, par exemple, est un chercheur qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il y a quelques années, il tenait une chronique médicale sur la radio France Inter. En 2003, il a dénoncé la campagne de communication alarmiste de Pfizer. Moi, je crois qu'il y a un grand principe général en matière de santé qui est si on vous fait peur, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. Il est bien évident que quand vous faites une campagne sur le cholestérol à la télévision en disant il faut que tout le monde se dose le cholestérol, si le médecin, lui, il n'est pas très bien armé pour dire non, ça sert à rien, et on essaye de vous couillonner, il va céder. Et c'est très intéressant de faire prendre des médicaments à des gens qui n'ont rien parce qu'ils vont vivre très longtemps, ils vont donc les prendre très longtemps. Le docteur Winkler va plus loin. Pour lui, les médicaments anti-cholestérol prescrits seraient le plus souvent inutiles. La majorité des gens qui prennent les médicaments anti-cholestérol en France les prennent pour rien, absolument. Les deux seules catégories de personnes pour lesquelles on a montré que faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose, c'est une première catégorie qui comprend des hommes de plus de 50 ans ayant déjà fait un accident coronarien ou vasculaire, c'est-à-dire une angine de poitrine, un infarctus ou un accident vasculaire, qui sont obèses, qui sont hypertendus, qui ont un diabète et qui fument. Ceux-là, on sait que faire baisser leur cholestérol, ça sert à quelque chose. La deuxième catégorie, c'est les gens dans les familles de qui tout le monde a un cholestérol très élevé, et on sait que ces gens-là, quand ils ont un cholestérol très élevé, c'est-à-dire 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, c'est une maladie génétique, alors là, ouais, il vaut mieux leur faire baisser leur cholestérol quand même. Toutes les autres catégories de personnes, on n'a jamais montré que le cholestérol, de faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose. Par conséquent,
Si vous ne faites pas partie de ces deux catégories, qu'on vous donne un traitement pour faire baisser le cholestérol, on vous le donne pour rien. Le docteur Vinclair a finalement été remercié de France Inter. Il poursuit désormais ses recherches à la faculté de Montréal. Les médicaments anti-cholestérol peuvent provoquer de graves effets secondaires. Le plus souvent, ce sont des lésions musculaires. Ainsi, en 2001, 2 médicaments anti-cholestérol ont été retirés du marché, le Staltor et le Colstat du laboratoire allemand Bayer. Selon les autorités sanitaires, le Colstat a causé la mort de 100 patients dans le monde et 3000 autres souffrent d'effets secondaires très graves. Colette Joly, par exemple, a pris du Colstat pendant 1 an. Vous voyez, là, je l'ai pris de la main gauche, de la main Cette ancienne commerciale à la retraite qui vit à Paris a les muscles rongés. Selon ses médecins, le Colstat est responsable de ces terribles séquelles. Oh là là, vous voyez, j'ai 1 tonne au bout des mains. 1 tonne. Là, au niveau des muscles, vous avez des séquelles encore? Oh, absolument. J'ai un moignon du fait que mon biceps a été coupé en 2, les tendons complètement abîmés, tout le bras, même sur le bras gauche, mais c'est surtout le bras droit qui est très, très, très abîmé. Et ça, c'est des effets secondaires que vous avez eus quasiment aussitôt après avoir pris le médicament? Tout à fait. J'ai commencé par avoir mal partout, partout. Et les douleurs musculaires, elles sont venues au bout de combien de temps? Très vite, et ça ne m'a jamais quittée. Vous avez bon espoir d'obtenir quelque chose quand même? Ben, je l'espère bien. Sinon, à quoi bon? Depuis le temps que je me bats, rendez-vous compte? Des années, des années, des années. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Colette Joly fait partie de l'association des victimes de médicaments. Elle se rend chez son avocat pour voir où en est sa plainte contre le laboratoire Bayer. Oh là là! Oh, je ne peux pas ouvrir ma porte. Elle voudrait faire condamner Bayer comme cela s'est passé aux États-Unis. Mais en France, l'espoir d'obtenir réparation est faible. Je peux vous dire la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Aux États-Unis, 3000 victimes, 1 milliard de dollars. En France, 10 000 victimes. Et à ma connaissance, nous en sommes à 0 €. Donc je crois que les choses sont claires. 10 ans plus tard. Aujourd'hui, il manque dans l'arsenal judiciaire français, il manque des actions collectives. Donc les laboratoires profitent de ce manque. Ils considèrent peut-être avec leur assurance qu'au bout de 10 ans, les victimes vont se décourager. Aujourd'hui, les statines sont une vraie poule aux œufs d'or pour l'industrie pharmaceutique. Car les médicaments anti-cholestérol doivent être pris au quotidien pendant des années. C'est une véritable rente. En France, ils rapportent 1 milliard d'euros chaque année au labo. Dans le monde, c'est un marché de plus de 10 milliards d'euros au total. Direction Barcelone, en Espagne. Congrès mondial de cardiologie, organisé et financé en grande partie par les laboratoires pharmaceutiques. 200 stands commerciaux et tout un espace consacré au cholestérol. 40 000 cardiologues sont venus du monde entier. Notre reportage est très encadré. Une chargée de communication nous suit en permanence. Nous devons tourner en caméra cachée les stands des industriels. Pour attirer les médecins sur leurs stands, les labos rivalisent d'imagination. Des flippers et des jeux vidéo qui permettent de gagner des petits lots, des quiz pour gagner des stylos et des agendas promotionnels. What do you have to do to get answer a quiz. Over there, and then I can give you a badge with all of. Ah, okay. That by reducing LDL cholesterol, we are able to also reduce the cardiovascular risk. Dans un amphithéâtre, le laboratoire japonais Kowa présente son nouveau médicament anti-cholestérol, la pitavastatine. Au micro, John Chapman, l'éminent chercheur en cardiologie que nous avions rencontré à l'hôpital de la Salpêtrière. Ses frais de déplacement et d'hébergement ont été pris en charge par le laboratoire japonais et devant ses collègues, le professeur fait l'article pour le nouveau médicament. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pitavastatine, un tout nouveau concept. Nous avons rendez-vous avec le docteur Michel Delorgeril. Ce cardiologue français, chercheur au CNRS, est reconnu dans le monde entier. Il a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il dénonce la prescription abusive de statines. Pour lui,
l'efficacité des médicaments anticholestérol est un mythe. Vous montrez les données scientifiques à un adolescent, même pas bachelier, et il arrivera à la conclusion que ces médicaments ne servent à rien, sauf à avoir des effets secondaires toxiques. Le docteur de Lorgeril réclame la création d'un comité indépendant pour évaluer l'efficacité et les effets secondaires des statines. Mais il n'a pas beaucoup d'espoir. Il y a 7 millions de Français qui consomment des statines. Imaginez qu'un comité de consensus, demain, se réunisse et dise ce traitement est inutile et dangereux. Imaginez ce qui va se passer dans la population. On va dire, 1, les experts nous ont trompés, 2, les universitaires sont des incapables, 3, les politiciens ne font pas leur travail, 4, il y a un ministère de la Santé, mais à quoi il sert? Vous voyez, c'est un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, mais c'est vraiment petit pas à petit pas, parce que tout le monde, tous ceux qui ont défendu ces thèses, ces théories, sont pris dans un piège. Au congrès de Barcelone, évidemment, le docteur de Lorgeril n'est pas le bienvenu. Il n'a pas été invité à parler du cholestérol. Il devra se contenter d'intervenir sur les bienfaits de l'huile d'olive et du chocolat. Pourquoi est-ce qu'on ne vous invite pas ici pour parler du cholestérol? Parce que toutes les sessions organisées dans un meeting comme celui-ci sur le cholestérol, il est organisé par les industriels des médicaments anti-cholestérol. On ne va pas inviter quelqu'un qui va dire du mal de ces médicaments. Les voix discordantes sur les médicaments anti-cholestérol sont marginales et inaudibles. En 2010, comme tous les ans, le chiffre d'affaires attendu avec ces pilules est d'environ 15 milliards de dollars. Le dernier jackpot des laboratoires pharmaceutiques, c'est le lancement des vaccins. Car les vaccins permettent de soigner toute la population, du bébé au vieillard, tout le monde y passe. Lors de la récente épidémie de grippe H1N1, par exemple, la France a commandé 98 millions de doses au début de la crise. Chiffre d'affaires initialement prévu pour les firmes pharmaceutiques, 700 millions d'euros. Au final, moins d'1 vaccin sur 10 utilisé et une grosse polémique sur le coût et l'intérêt de cette campagne de vaccination. Pour mieux comprendre comment les vaccins arrivent sur le marché, retour sur le lancement d'un autre vaccin, le Gardasil du laboratoire Sanofi. Depuis 2006, une campagne de publicité alerte les Français sur une maladie dont on parlait peu auparavant, le cancer du col de l'utérus. Chaque année, 3500 femmes sont dépistées et 1000 femmes en meurent. Des spots inquiétants sont diffusés à la télé aux heures de grande écoute. Le papillomavirus, qui peut toucher la plupart d'entre nous, et dès l'adolescence. Mais des moyens de prévention existent pour éviter ce cancer. Ce spot ressemble à une campagne du ministère de la Santé. Mais en fait, il est réalisé avec le soutien du laboratoire Sanofi Pasteur. C'est écrit en tout petit, en bas de l'écran. Dans une autre pub, Sanofi Pasteur met à nouveau en garde contre le risque de cancer. Et à la fin du spot, il propose sa solution, le vaccin Gardasil. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Ces virus sont transmis par contact sexuel et peuvent toucher la plupart des femmes dès l'adolescence. C'est pourquoi la vaccination est recommandée et remboursée pour les jeunes filles de 14 ans et pour celles de 15 à 23 ans. Le message est clair, il faut vacciner toutes les jeunes filles à partir de 14 ans. Parlez-en à votre médecin, c'est important. Nous sommes à l'hôpital Bichat à Paris. Le docteur Borne y exerce en tant que gynécologue. Pour elle, le vaccin Gardasil de Sanofi Pasteur est une avancée révolutionnaire. Elle le prescrit à toutes ses patientes. Tes amis sont vaccinés? Pas de question, mes amis ne sont pas vaccinés. Pas encore vaccinés? Non, pas encore. Bon, alors il va falloir leur expliquer alors maintenant. Vous pensez que c'est possible que ça soit classé dans les vaccins obligatoires? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. C'est envisageable? C'est un rêve de gynécologue. Voilà. Le vaccin nécessite 3 injections, donc 3 consultations chez le médecin. Chaque dose coûte 120 €. 360 € pour une vaccination complète. 65% de cette somme est remboursée par la sécurité sociale. C'est tout petit, hein. En France, en 3 ans, plus d'1 million de jeunes filles ont déjà été vaccinées avec le Gardasil. Chiffre d'affaires pour Sanofi Pasteur, 350 millions d'euros. Coût à la charge de la Sécu,
environ 146 millions d'euros par an. Le docteur Helen Bourne reconnaît qu'elle intervient dans les congrès médicaux pour le compte de plusieurs laboratoires, dont Sanofi Pasteur. Ça ne peut pas poser un problème en termes d'impartialité Non, parce que moi, mon but, c'est de ne plus voir de cancer du col chez la femme jeune. Comme pour les médicaments anti-cholestérol, quelques voix dissidentes commencent à contester le discours officiel de l'industrie pharmaceutique. Nous nous rendons au Canada. Linda Lévesque est une chercheuse en pharmacologie réputée. Elle est en train de réaliser la première étude indépendante sur le Gardasil. Cette étude, non financée par l'industrie pharmaceutique, sera rendue publique en 2012. Linda Lévesque suit plus de 100 000 jeunes filles canadiennes de l'État d'Ontario qui ont été vaccinées avec le Gardasil. Selon elle, en l'état actuel des connaissances, l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. La controverse scientifique la plus importante pour moi est le fait que tout le monde parle en fonction, qu'on a des preuves scientifiques qui démontrent que le vaccin prévient le cancer du col et les décès dus au cancer, et il n'y a aucune donnée à ce niveau-là du tout. C'est quand même très différent de ce que dit le laboratoire qui lui dit qu'on est absolument sûr que ce vaccin empêche le cancer du col de l'utérus. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui a été répété par plusieurs groupes, par des communautés médicales, par des sociétés professionnelles. Là, les parents qui font vacciner leurs jeunes filles, ils peuvent avoir des informations indépendantes sur le vaccin? Sur le vaccin, non. Pas selon mes connaissances. En tant que chercheur, j'aurais difficulté à obtenir ces mêmes informations moi-même. La polémique commence à prendre de l'ampleur au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ici, on dénonce les effets secondaires du Gardasil. 3 ans après son lancement, plus de 13 000 personnes ont déclaré officiellement avoir souffert d'effets secondaires. Hospitalisation, paralysie, thrombose, 38 personnes seraient mortes après la vaccination. Le lien de cause à effet n'a pas été établi pour l'instant. Mais pour les familles, le vaccin est bien la cause des décès. Nous sommes dans la banlieue de Washington. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christina. Happy birthday to you. Happy birthday to Christina. Happy birthday to you. Love you. Mais Christina n'est plus là pour fêter ses 23 ans. Ensemble, nous pouvons faire le vœu que plus aucune jeune fille ne tombe malade à cause de ce vaccin. Qu'il soit retiré du marché et que des recherches scientifiques plus approfondies soient menées. C'est notre vœu, Chris. La jeune fille qui était jusque-là en pleine santé est décédée 12 jours après la 3e injection de Gardasil. Après la 3e injection, Chris a passé quelques jours à la maison, puis est retournée 10 jours à l'université. Et la police est venue frapper à ma porte pour me dire qu'ils l'avaient retrouvée morte dans son lit. À New York, nous rencontrons Mark Sadaka, l'avocat d'Emily Tarcel. Il affirme qu'il y a beaucoup d'autres victimes du Gardasil. I have, at this point, 12 Gardasil death cases. Pour le Gardasil, j'ai 12 cas de jeunes filles mortes et un nombre incalculable de jeunes filles paralysées suite à ce vaccin en raison de l'adjuvant qui contient de l'aluminium. Chez certaines personnes, cela cause une réaction sévère de type allergique et ces personnes peuvent en mourir. Depuis, Emily Tarcel tente de regrouper les familles d'autres victimes présumées au sein d'une association. Elle veut porter l'affaire devant le Congrès américain, l'équivalent de notre Parlement. Elle espère obtenir un moratoire sur le Gardasil en attendant la publication des premières études indépendantes sur les effets secondaires du vaccin. Retour en France. Nous sommes à Lyon.
Ce centre de recherche développe de nombreux vaccins, dont ceux de Sanofi Pasteur. C'est le docteur Jan Leukmak de Sanofi qui nous reçoit sous la surveillance étroite du directeur de la communication. Il maintient que le garde-asile est efficace à 70%. Quant au décès suspect, il n'y croit pas. Ce n'est pas parce qu'un effet survient après une vaccination qu'il est lié à la vaccination. Ensuite, il faut mettre des études en place pour s'assurer de la bonne tolérance des vaccins. C'est ça qui est fait depuis maintenant, depuis 2006, avec aujourd'hui plus de 50 millions de doses de garde-asile diffusées dans le monde, qui permet d'analyser les effets indésirables qui sont rapportés à la suite d'une vaccination. Et aujourd'hui, les autorités, les Américains l'ont fait récemment, les Français encore plus récemment, puisque l'Agence du médicament française a fait un communiqué il y a quelques jours seulement, pour nous dire, aujourd'hui notre analyse nous dit qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables graves, parce que c'est cela qu'on veut surveiller, il n'y a pas plus d'effets indésirables graves chez les gens vaccinés que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ça, c'est essentiel. En France, le garde-asile a été mis sur le marché par Sanofi Pasteur en 2006. Il a bénéficié d'un soutien actif du ministère de la Santé. Pour que le remboursement du vaccin par la Sécu soit autorisé, il fallait que le comité technique des vaccinations, une instance de 20 médecins dépendant du ministère de la Santé, rende un avis positif sur ce vaccin. Cet avis devait être rendu en avril 2007. Mais en février, 2 mois avant la décision des experts, Xavier Bertrand court-circuite tout le monde. Le ministre de la Santé annonce à l'Assemblée nationale qu'il autorise le remboursement du garde-asile de Sanofi Pasteur. Je n'ai pas voulu attendre la fin du mois de mars, alors que c'est vrai que normalement j'aurais dû attendre la fin du mois de mars pour lancer les études auprès de la Haute Autorité de Santé. Je l'ai déjà fait depuis plusieurs semaines de façon à ce que nous ne perdions pas de temps. Ce qui va nous permettre de pouvoir admettre au remboursement ce vaccin, mais un autre va arriver sur le marché avant l'été, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2007. Un mois plus tard, Xavier Bertrand quittera son poste de ministre de la Santé. Pourquoi a-t-il décidé en urgence le remboursement du garde-asile par la Sécu? Malgré de nombreuses demandes d'interview, il n'a pas souhaité nous répondre. On s'est parlé plusieurs fois à propos d'une demande d'interview de M. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand attend l'avis d'une autre personne. Donc, je crois qu'il ne se sent pas le mieux placé en fait pour faire quelque chose. C'est quand même ça, votre documentaire a l'air très spécialisé. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Non, c'est vraiment grand public, c'est pas spécialisé. Ah oui. L'idée, c'est que comme c'est lui qui a pris la décision de lancer le remboursement du garde d'asile, c'est vraiment lui qui doit s'exprimer sur ce point. C'est vraiment intéressant qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a lancé le remboursement du garde d'asile sans même attendre l'avis du comité technique de vaccination. Je pense que ce serait vraiment important qu'il puisse Je vais appuyer, j'attends, il voulait en parler à son directeur de cabinet. Sans réponse de Xavier Bertrand, et pour savoir ce qui a motivé le remboursement en urgence du garde d'asile, nous prenons rendez-vous avec le professeur Floret. Ce chercheur est le président du fameux comité technique de vaccination. Concernant l'intervention de Xavier Bertrand à l'Assemblée nationale, il ne souhaite pas la commenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Xavier Bertrand a autorisé le remboursement avant d'attendre l'avis du comité technique de vaccination? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce point, mais encore une fois, les experts ont leur rôle, mais le choix est du domaine du politique. Ça vous a pas choqué qu'il n'attende pas l'avis du comité des vaccinations? On n'est pas à quelques semaines près, c'est étonnant, non? Je n'ai pas à commenter les décisions des ministres et des politiques. En région parisienne, le docteur Guirette, le médecin qui refuse tout contact avec les visiteurs médicaux, connaît bien l'affaire du garde d'asile. Pour lui, le vaccin a été lancé sans étude de grande ampleur pour connaître son efficacité réelle. On aurait dû faire une étude, je ne sais pas, sur 20 000 jeunes filles, sur déjà 10 ou 20 ans, et voir vraiment l'efficacité de ce vaccin, avec des gens consentants. Or, cette étude n'est pas faite sur des jeunes filles qui sont consentantes du tout. Donc c'est un essai grandeur nature, on verra bien ce qui se passe. Mais pour le professeur Floret, il n'était pas possible de faire autrement. On reproche à ce vaccin d'avoir un côté expérimental, ça vous paraît pas... Expérimental, le mot est fort, beaucoup trop fort, mais encore une fois,
Quand on lance un nouveau vaccin, un nouveau produit, on ne sait pas tout. Et on ne sait pas tout tant que le produit n'a pas été utilisé à large échelle. Il n'aurait pas été préférable d'attendre un petit peu, encore quelques temps, de savoir un peu mieux ce que donne ce vaccin dans l'avenir avant de le lancer comme ça à des millions de... Non, parce que si on avait vacciné une partie infime de la population, on n'aurait pas pu se rendre compte. En vaccinant toutes les jeunes filles, il sera donc possible de se rendre compte. En mars 2007, 2 mois après Xavier Bertrand, le comité technique de vaccination a finalement rendu un avis favorable sur le Gardasil. Pour information, en 2007-2008, sur les 20 membres du comité, 14 ont déclaré avoir des liens avec le laboratoire Sanofi. C'est-à-dire qu'ils ont participé à des études, rédigé des avis ou ont été invités en congrès par le laboratoire. 14 membres sur 20, dont le professeur Floret. Là, ce qu'on voit dans le conflit d'intérêts actuel du comité technique des vaccinations, c'est que sur 20 membres, il y en a seulement 6 qui n'ont pas de lien déclaré avec le laboratoire Sanofi. Ouais. C'est pas problématique, ça? Tout dépend du type de lien. Le fait d'avoir participé à une étude sans rémunération personnelle, l'industrie fait des choses qui sont des choses importantes. Hein. Quand vous devez autoriser tel ou tel vaccin, ça rentre forcément un petit peu en ligne de compte. Non. Non? Franchement, non. Quelques mois plus tard, en octobre 2007, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Santé, remet à Sanofi Pasteur le prix de la recherche pharmaceutique pour son vaccin Gardasil. C'est un grand plaisir, c'est vrai, de me retrouver devant vous pour remettre ce prestigieux prix de la recherche pharmaceutique qu'est le prix Galien, dont la réputation a dépassé nos frontières depuis des années. Vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel, puisqu'il y a quelques années, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique qui s'était vu remettre le prix Galien. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de la joie et de la fierté de l'équipe quand nous avions eu ce prix. Donc j'ai un sentiment de très grande fraternité avec les équipes qui sont là ce soir. Et ce succès qui fait honneur à la... La ministre faisait allusion à ses 12 années passées comme visiteuse médicale dans un grand laboratoire pharmaceutique, AstraZeneca. Expérience qu'elle ne fait pas apparaître sur son CV officiel du ministère de la Santé. Pour Sanofi, le chiffre d'affaires réalisé avec le Gardasil depuis son lancement est d'au moins 350 millions d'euros. En 15 ans, 200 nouvelles maladies ont été répertoriées dans le monde. L'an dernier, le secteur de l'industrie pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de près de 500 milliards de dollars et 300 nouveaux médicaments ont été lancés sur le marché français. Même en temps de crise, les perspectives restent bonnes. En 2010, l'industrie pharmaceutique envisage une croissance de l'ordre de 4%.